Alliance Mandjak présente Around the world. Kora Mbayetsenje, j'espère que vous allez bien. C'est Vigomis et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Mandjaku, le podcast qui vous présente les pépites de la communauté Mandjak. Aujourd'hui, on a un invité qui est très spécial et c'est vraiment un honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui. Il représente vraiment la force des Mandjak, il représente vraiment l'amour de la communauté. Il s'appelle Lionel, il a été tristement connu ces dernières années. Il est le représentant de la famille Gomez qui ont tragiquement perdu leur frère, leur père, leur fils, leur ami le 17 octobre 2020, tués par un policier. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est très important, qui nous tient particulièrement à cœur pour mobiliser la communauté autour de Lionel, de la famille d'Olivio, pour montrer que oui, nous sommes une communauté soudée sur certains aspects. Et la situation qu'on va présenter aujourd'hui, c'est également une situation qui est malheureusement très tragique et sur laquelle nous ne devons pas lésigner sur les moyens pour apporter tout notre soutien, quel qu'il soit, à la famille. C'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui, le partenaire de l'épisode est Genuino Junior qui nous a concocté ce magnifique t-shirt customisé de la Guinée-Bissau avec donc une image d'Amilcar Cabral. Je vous invite à aller sur son compte Instagram pour regarder ses modèles. On vous met les infos en barre de description. Merci. Hello Marvin, heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de Mandjaku. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Parfaitement bien. Aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve. C'était un plaisir qu'on se retrouve sur ce plateau. Et avec un invité qui mérite vraiment un soutien de notre part, mais de manière très sincère. C'est un frère quand même qui mène un combat qui a une très grande importance, qui est pour notre honneur, pour notre dignité. Il va être là pour nous parler de quelles sont les raisons qui le poussent à mener ce combat-là, et en espérant que ce message-là puisse traverser les frontières, puisque aujourd'hui nous savons que nous sommes écoutés pas seulement par ceux de France, ceux du Sénégal nous suivent, ceux des pays qui ne sont pas dits francophones nous suivent aussi, en essayant de comprendre un peu de tout ce qu'on dit. Mais sur cette thématique-là, c'est l'éveil des consciences, et que surtout les gens prennent conscience que ça va être un très gros combat qui va être mené. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis très content et honoré de l'avoir avec nous aujourd'hui. Exactement, le sentiment est partagé. C'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Lionel, bienvenue. Bonjour à vous. Pour les personnes donc, qui nous écoutent, celles qui ne te connaissent peut-être pas, ou celles qui te connaissent mais brièvement, est-ce que tu peux te présenter? Écoutez, moi c'est Lionel Gomez, petit frère d'Olivio Gomez, qui a été tué le 17 octobre 2020 à Poissy par les policiers de la BAC. Et voilà. Son petit frère, c'est la personne qui représente le comité, qui intervient, qui mène le combat aussi. Et puis voilà. Malheureusement, c'est une situation vraiment tragique qui s'est produite et qui nous amène à être réunis aujourd'hui. Mais toi, tu as transformé ce drame en force, en appel, éveil de conscience, et aussi pour que les choses puissent changer. Ma première question, ça va être, ça paraît peut-être une question bête, mais je pense que ça ne l'est pas. C'est une situation qui est tragique et qui arrive beaucoup plus de fois qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas forcément tout le monde qui se serait levé, qui aurait dit non, moi je vais me battre jusqu'au bout pour aller chercher justice. Il y a des personnes qui seraient restées dans le drame, dans le deuil, et qui se seraient peut-être terrées par rapport à l'ampleur de la situation, à l'ampleur du système. Qu'est-ce qui fait que toi, vous, ta famille, parce que tu n'es pas seul, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé vraiment de prendre votre courage à deux mains, parce que c'est vraiment un combat qui est courageux, en tout cas à mon sens,
Qu'est-ce qui fait que vous avez tenu, que vous avez dit non, on va obtenir justice pour notre frère, notre père, notre fils, etc. Bah, peu de gens le savent, mais c'est assez bizarre de le dire comme ça. À la base, je devais pas mener le combat à la base. J'étais pas la personne désignée de base parce que, tu sais, quand ça vient d'arriver, on pense pas forcément à ça. On pense pas au fait de, derrière ça, en fait, faut mener un combat contre la justice, contre l'État français, etc. Donc, on est sur autre chose. Sauf que, il y a une autre réalité qui arrive, à l'instant même, c'est que les médias, ils viennent tout de suite à la maison. Ah oui. Donc les médias, ils viennent tout de suite à la maison, ils cherchent à savoir qui est le petit frère, qui est le grand frère, qui est la sœur, qui est la mère, qui est le père, etc. Donc au départ, comment ça se passe, c'est à peu près toute la famille en fait qui parle. Le premier média, je me souviens, c'était les cousines qui parlaient, les cousins, etc. Et moi, j'avais parlé à la fin. Et un jour comme ça, je sais, une cousine à moi, elle me dit, mais en fait, tu peux pas laisser le combat comme ça. Non seulement tes petits frères, tu t'exprimes bien, tu sais faire passer les messages, etc. Donc, fonce, tu vois. Donc, après, il y a le Parisien qui revient, je parle avec eux. Après, on va dire, c'est parti comme ça et c'était comme une suite logique, on va dire, pour moi. Tu vois. Donc, depuis, on est là. On est là, on mène le combat jusqu'aujourd'hui et pour l'instant, tout se passe bien. Ça va. Vraiment, encore une fois, c'est vraiment une prise d'opposition qui est courageuse parce que tu aurais pu refuser en fait et Bien dire sûr, non, bien sûr. peut missionner quelqu'un d'autre ou au contraire, laissons la justice faire et on reste calme, on reste tranquille. En plus, chez nous, on aime bien rester discret, peu importe la situation, Très. que ce soit du positif ou du négatif. Bien sûr. Donc, tu as toute la famille qui est derrière, qui soutient. Donc, on va revenir un petit peu à la genèse, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais donc, le 17 octobre 2020, c'est la vie de toute une famille, en fait, qui bascule. Qu'est-ce qui se passe? Le 17 octobre, c'est le premier jour de... C'était pas le confinement, c'était le... Je sais plus comment ils avaient appelé ça. Il y avait le couvre-feu peut-être. Couvre-feu. Oui, c'est ça. Le couvre-feu. C'est la première fois qu'ils mettent le couvre-feu à ce moment-là. Et nous, la veille du couvre-feu, on a le mariage de notre cousine. D'accord. On a le mariage de notre cousine et le couvre-feu commence à minuit. C'était donc la nuit du 16 au 17. Et c'est-à-dire que nous, on a le religieux chez elle, enfin chez son mari du coup. Et donc on est tous là-bas, toute la famille là-bas, etc. Donc elle, ce qu'elle avait dit, c'était dès qu'elle a fini de faire le religieux, vu qu'on doit quitter à minuit, le lendemain, a fait un repas pour accueillir les personnes qui n'ont pas pu venir le soir. Tu vois. Et dans ces personnes-là, mon frère devait être là. C'est-à-dire que le jour du religieux, il a pas pu être là. Et parce qu'il était occupé ou je sais plus trop ce qu'il faisait d'ailleurs. Et comment ça s'est passé? Nous, on rentre le soir et moi, je parlais avec lui. Il me dit que le lendemain, du coup, il sera présent parce que il a pas pu être là la veille. Et c'est vraiment la famille proche, hein, c'est vraiment la famille super proche. Et du coup, donc on se coordonne, on se met d'accord, etc. Voilà, à telle heure, je viens à la maison, je passe te récupérer. Il m'a dit vers 13h comme ça, il passe. Je passe me récupérer, du coup, le lendemain, pour pouvoir y aller chez la famille pour les saluer, etc. Et entre-temps, lui, du coup, nous on rentre à la maison, sauf que lui, il est avec 4 potes à lui. Ils sont 4. Ils vont manger sur Paris. Ils croisent déjà une patrouille sur Paris, mais ils sont très cléments, très corrects avec eux. Ils disent, bon, voilà, dès que vous avez fini de manger, vu que c'est la première nuit du couvre-feu, voilà, faites juste attention à pas trop traîner. Ils ont laissé de la souplesse. 100%. Et donc eux, voilà, ils finissent de manger, ils prennent la route pour partir. Et donc là, au moment où ils prennent la route pour partir, pour retourner, du coup, chacun à son domicile, c'est là, il y a son pote qui est côté passager, qui lui dit qu'il y a une voiture qui nous suit depuis tout à l'heure, là. Mais mon frère, il conduisait, quoi, il était pas... Et c'est-à-dire que lui, à ce moment-là, il commence à regarder les rétros, il voit que oui, effectivement, il y a une voiture qui les suit. Et là, c'est du coup la BAC à ce moment-là. D'accord.
Donc, la voiture, la BAC suit la voiture de mon frère de Paris jusqu'à Poissy. Waouh. Ouais. De Paris jusqu'à Poissy. Et c'est quand ils arrivent vers le périph', justement, c'est là où ils s'en rendent compte et mon frère, il roule tranquillement, il respecte toutes les limitations de vitesse, il met ses clignotants, tout se passe bien, tout est correct. Et quand ils arrivent à l'embranchement pour la 13, c'est à ce moment-là qu'ils actionnent les gyros et qu'ils parlent à mon frère. Ils se mettent à sa hauteur, ils lui parlent. Mon frère dit que dans tous les cas, je vais sortir à Poissy. Mais s'ils veulent vraiment l'arrêter, ce que je dis, c'est arrêtez-le tout de suite. Dites-lui même de sortir tout de suite si vous avez vraiment un réel problème avec lui. Donc ils sont OK, ils se remettent derrière lui. Et ils le suivent. Du coup, mon frère, il arrive jusqu'à Poissy. Il arrive en bas de chez lui, il se gare. Il faut préciser, il se gare en bas de chez lui. Et au moment où il se gare, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à sa hauteur et ils bloquent son côté. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. Et à ce moment-là, eux aussi, ils sont 3. Donc, le passager arrière, il sort. Et quand il sort, il braque mon frère et il se met à l'angle, en fait. C'est-à-dire que mon frère, il ne voyait pas qu'il se faisait braquer. D'accord. Il savait qu'il y avait quelque chose dans la main, mais il ne savait pas qu'il se faisait braquer. Et le côté passager, et celui qui était derrière aussi, il ne savait pas, en fait. Mais il savait qu'il y a le policier, il avait quelque chose dans la main. Et ils entendaient juste descends de la voiture, etc. Sors de la voiture, etc. Et mon frère lui dit que je ne peux pas sortir. Vous me bloquez là, je ne peux pas sortir. Et la discussion, elle est comme ça. Je vous sors, je peux pas sortir, je peux pas sortir. Donc, mon frère, il décide de parce qu'il avait été en contact, il décide de rallumer le contact, de repasser la première pour justement avancer pour pouvoir sortir. Et au moment où il passe la première, 3 coups de feu. C'est dire qu'il n'y a pas d'explication. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse, en fait. Donc, en fait, on lui a laissé aucune chance. Aucune chance. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les 3 coups de feu qui sont tirés par les policiers, les 3 le touchent. Oui. Et c'est la deuxième qui lui est fatale. C'est terrible. Terrible. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, nous, ça, c'est ce qui s'est passé. Nous, on l'apprend le matin. Le matin, on l'apprend pourquoi? Parce que l'IGPN, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils apprennent ils l'ont appris juste après. Oui. Et ce qu'ils font, c'est que le matin, très tôt le matin, je crois vers, je sais plus quelle heure quand ils sont partis chez sa femme. Mais c'était très tôt le matin en tout cas. Et ils sont partis annoncer le décès chez sa femme. Et ce qu'il faut repréciser aussi, c'est que tout ce que je raconte, c'est en bas de chez lui. Hein. C'est en bas de sa fenêtre. D'accord, ouais. C'est vraiment en bas de sa fenêtre. Donc si sa femme était réveillée à ce moment-là et qu'elle mettait même sa tête par la fenêtre, elle pouvait tout voir. Elle aurait pu voir la scène. Tout. C'était juste que ça s'est passé vers 3h du matin. Donc tout le quartier dormait, tout le monde dormait. Donc voilà. Et donc voilà, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer le message à sa femme, l'annonce. Et du coup, elle nous appelle. Et c'est là où tout commence. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, tout était en ralenti. Parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est vrai. Et surtout, le sentiment qu'on a, c'est quoi qu'il arrive, on essaie de se rassurer. Quoi qu'il arrive. Bien sûr. Quoi qu'il arrive. Parce qu'on se dit non, c'est pas possible. Ils sont trompés, non, c'est pas possible. Non, c'est pas... Bon, à ce moment-là, je viens de me réveiller. Et c'est comme si c'était bizarre parce que au moment où j'ouvre les yeux, c'était très tôt, hein, sachant que j'avais pas beaucoup dormi. J'ouvre les yeux et au moment où j'ouvre les yeux, le téléphone de mon père sonne. Au moment où j'ouvre les yeux. C'est-à-dire qu'il décroche et j'entends les réactions. Mais je me dis, chez nous, les Mandjaks, quand il y a des décès, on entend des fois des cris, des pleurs, mais on ne sait pas. Des fois, souvent même, c'est nos darons, c'est nos, tu vois. Et on entend les cris avant de pouvoir. On sait qu'il y a un problème, mais il n'y a pas encore forcément les mots qui sortent. Et j'entends un cri fort de ma mère. Et ce cri-là, il n'était pas normal. Il n'était pas normal. C'est là, à ce moment-là, tu dis non, c'est pas un oncle, un truc, ou une tante, non, c'est pas possible. Donc ça nous fait peur. Hein. En tout cas, moi, je panique tout de suite. C'est-à-dire que j'ouvre ma porte, parce qu'on est habité dans une maison. J'ouvre ma porte et je tends l'oreille un peu. Et elle crie et ça s'allonge par terre. Et là, je descends. Je vais voir mon père. Et quand je vois mon père, il est dans la cuisine. Il est posé comme ça. Il a cette position, il est comme ça. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe, il me répond pas. Il peut pas. Il n'arrive pas à me répondre.
J'insiste. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait signe, parce que, en fait, il avait pas raccroché. Ah, ouais. Et sa femme est encore au téléphone, tu vois. Et il me fait signe, en gros, il arrive pas à parler. Il me dit, prends le téléphone, tu vois. Et je prends le téléphone, elle s'appelle Kadji. Kadji, qu'est-ce qu'il y a et tout, il s'est passé quoi? Elle me dit, ils ont tué Olivio. Mais sauf que moi, l'info que j'ai tout de suite, c'est ils ont tué Olivio, je sais pas qui. Tu sais pas c'est qui. Tu vois. Moi, je sais pas qui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la première information que t'as tout de suite, c'est, OK, qui a fait quoi? On part en guerre tout de suite, là. Oui. Tout de suite. Peut Tout de dire suite, c'est des gars de je ne sais tout où. de suite, tu réfléchis pas. Ouais. Et à sa voix et à son cri, même à sa femme, c'est pas des blagues, elle rigole pas. Ils l'ont vraiment tué, tu vois. Mais t'es dans un... C'est comme si t'essaies de te rassurer même un peu des fois, tu vois. Et quand je sais plus trop ce que je fais, mais après je comprends que c'est la police, elle me dit bien que voilà, la police sont venus, les GPN ils sont venus à la maison et ils ont dit que ils ont tué Olivio parce que il a essayé de foncer sur eux avec la voiture. Et là c'est autre chose. Ouais. C'était la version qu'on lui avait donnée pour... C'est ça. Et c'est toujours comme ça. Ok. C'est toujours la version de la police qu'on s'en repromet. Bah, évidemment. Et malheureusement, dans ce genre de situation, malheureusement, Olivio n'est pas un cas isolé. Et en fait, dans tous les cas qui sont portés à la connaissance du grand public, médiatisés, etc., à mon grand regret, on criminalise toujours la victime. Toujours. C'est toujours la victime qui a essayé de... Bien sûr. Quand bien même, je pense que la police est censée pouvoir blesser les gens si jamais ils sont dangereux. Exactement. Là, on est quand même sur une situation qui dépasse l'entendement. Donc, c'est surtout qu'ils sont censés être formés pour ça. Normalement. Aujourd'hui, les policiers, j'ai eu la chance d'en rencontrer après ça. Ils sont en manque de formation. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en danger, ce qu'ils préfèrent faire, c'est tirer, mais ils savent pas où ils tirent, en fait. Ouais. Ils savent pas où ils tirent, c'est-à-dire qu'ils cherchent pas à blesser ou quoi, ils tirent, en fait. Ils tirent, ça peut toucher ta tête, ça peut toucher ton épaule, ton bras, ton pied, peu importe. Ils tirent. Et c'est là où, malheureusement, nos frères, ils meurent sur ces balles-là, mais... La question que je me pose, ton frère était accompagné de 3 autres amis. Ouais, il était accompagné de deux autres amis. De 2 autres. C'était 3 en tout. Ouais. Une fois que, malheureusement, ton frère a perdu la vie à ce moment-là, où étaient les 2 autres amis de ton frère à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec eux? Est-ce qu'ils se sont fait attraper par la police? Est-ce qu'ils ont été... ils ont réussi à prendre la fuite? Pour eux, qu'est-ce qui a pu se passer? La question, elle est super intéressante. Parce que rares sont les personnes qui posent cette question-là. Bon. Je te remercie pour ça, d'ailleurs. Au moment où mon frère, il prend les 3 balles, en fait, il est encore en vie à ce moment-là. Il est encore en vie, c'est-à-dire qu'il prend un tournant. Et c'est en prenant le tournant, là, il commence à perdre la vie, tu vois. Et du coup, son pote qui était côté passager, c'est là qu'il comprend. En fait, lui, ce qu'il nous explique, c'est qu'au moment où il tire, il comprend pas qu'ils ont tiré. Il voit juste une vitre qui éclate, mais il voit pas où est-ce que mon frère. Okay. C'était pas son visage. Et il avait un pull, une veste, c'est-à-dire que le temps que le sang ressorte, il est pas vu, en fait, tu vois. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'au moment où mon frère commence à perdre la vie, il percute une voiture. Et là, ils arrêtent la voiture. Et du coup, son pote, je sais plus, je crois, il me sort la clé ou je sais plus trop ce qu'il fait. Et la police, au lieu de sortir mon frère, en premier, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent les 2 qui étaient dans la voiture. C'est-à-dire que mon frère, il était encore dans la voiture. Ils les sortent, il plaque le premier, qui était côté passager. Le deuxième, il a essayé de se débattre un peu. Du coup, ils arrivent à l'attraper aussi. Il plaque le deuxième, menotté au sol, etc. Et pendant qu'il le menotte,
du coup, son pote qui était côté passager, s'appelle Walid. Walid, en fait, il crie sur la police en disant, mais sortez de la voiture. Oui. Sortez de la voiture, on est en train de mourir là. Mm. Et il y a un policier, ce qui lui répond, c'est, il va bien ton pote. Sachant que eux savent Ils savent qu'ils ont tiré. qu'ils ont tiré Ouais. à 3 reprises. 3 fois. Donc, il n'y a même pas la tentative de... C'est ce qu'il lui dit. T'inquiète pas, il va bien ton pote. C'est-à-dire que lui, il répète. Il fait que de répéter la même chose parce qu'il a senti le truc, tu vois. Mm. Et au moment où ils le sortent, il essaie de lui faire les massages cardiaques, mais il était toujours vivant. Ok. Mais il était sur la fin. Mm. Donc, qui nous dit, prends? C'est la volonté de Dieu dans tous les cas. Mais à ce moment-là, qui nous dit que peut-être que si vous le sortez en premier, vous savez que vous l'avez blessé. Bien évidemment. Parce On qu'il aurait sait pu se très passer. bien après que dans les premiers secours, chaque seconde compte en fait. Exactement. Donc à 10 secondes près, voilà. Bon. Même à 5 secondes. Voilà. Mais Donc, bon, ça devait se passer comme ça. Ouais. Malheureusement, ton frère n'aura pas eu cette chance-là d'esquiver les balles meurtrières, Mm. parce qu'il faut utiliser Bien les sûr, termes qu'il faut. Bien sûr. Là, ce n'est pas, comme la plupart des situations, ce n'est pas une bavure policière, parce que c'est le terme qui est le plus souvent utilisé dans les médias pour cette situation-là. Bavure policière, c'est lorsque c'est quelque chose qui se produit de manière très rare. Une fois, 2 fois, 3 fois, bon, on peut dire c'est banal. Mais avec eux, c'est pas une bavure, c'est une violence. Et pour bien comprendre cela, il faut que les nôtres arrivent à comprendre que l'État français, pour dissocier du peuple, hein, eux, ils n'ont rien à voir dans ça. C'est des vérités qui font mal, mais qu'il faut dire quand même. C'est bâti sur la souffrance du peuple noir. L'esclavage, la colonisation, nous retraçons tout ça, on voit bien que c'est seulement la continuité ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est des choses c'est systémique. Les crimes dont nous vivons dans nos quartiers populaires, de par les forces de l'ordre qui sont censées nous protéger, par moment, si, comme le disait bien Vi tout à l'heure, il y a toujours une raison valable pour pouvoir ouvrir le feu. Et même lorsque la famille qui est déjà dans un chagrin qui ne dit pas son nom, s'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de bien précis pour justifier leur crime, ils vont diaboliser l'enfant, chose qu'ils ont dû probablement faire avec ton frère. Bien sûr. S'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose sur l'aspect juridique, parce qu'il a été un criminel, il a fait de la prison. C'est l'image qu'on aime beaucoup faire ressortir. Connu des services de police. Voilà, connu des services. Voilà. Ça, c'est le terme qu'ils aiment employer. Ouais. Ou sinon, en l'occurrence, là, pour ton frère, il ne pouvait pas masquer ça à travers problème de santé. Parce que d'autres familles, lorsque ce n'est pas le feu qui est ouvert, ils utilisent le terme, oui, il était cardiaque, il était avec nous, on le voyait déjà en train de tomber, en train de faire un malaise, il était en... C'est ça, c'est exactement Ils vont toujours trouver un moyen pour masquer leur crime. Et c'est ça qui est malheureux. Et vous, dans votre réaction, ce qui a été bien, c'est que vous n'avez pas lâché l'affaire. Moi, la première question que je me pose déjà, en voyant tout ça, comment vont les parents après toutes ces années? Parce que le système est très rapide lorsqu'il faut condamner l'un des nôtres, mais lorsque c'est un des leurs, c'est très difficile. Non pas parce que non, il faut utiliser le terme. Condamner un des leurs, c'est ouvrir la voie à toutes les prochaines condamnations susceptibles qu'un des leurs puisse faire à l'encontre des nôtres. Exactement. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas faire, je pense. C'est ça qu'ils ne veulent pas faire, qu'ils ont peur de faire. Parce que je pense que pour moi, en fait, quand on regarde tout ce qui s'est passé au-delà de l'histoire de notre frère, et quand tu te poses la question, je dis, mais en fait, c'est quel est le problème? Pourquoi vous n'arrivez pas à condamner un policier? Pourquoi?
Et il n'y a pas de réponse en vrai. On n'a jamais. C'est un individu. C'est. Et quand tu essaies de retracer toute l'histoire, ça revient à ce que je dis. Ça revient à ce que je dis parce que après, eux, ils se basent sur quoi? Sur un policier, c'est considéré comme un homme de l'État. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent pas faire, c'est ne pas salir la France en condamnant tous les policiers. Parce que s'ils le font, il y a un paquet de policiers à condamner, tu vois. C'est l'institution qui est menacée, entre guillemets. Exactement. Menacée, je devrais même pas utiliser ce terme, mais c'est l'institution qui risque d'être mise à mal. Bien sûr. Et c'est là où quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, quand tu regardes les ministres, etc., toutes les personnes qui sont bien choisies au-dessus, il n'y a jamais une personne qui dit que faut pas protéger le policier. Quand je dis protéger, dans le sens où il n'y a pas une personne pour dire, voilà, un policier qui tue, faut le condamner. Il n'y a pas une personne qui dit ça. Et c'est profondément regrettable parce que du coup, ça donne un petit peu le sentiment que, même au niveau politique, on couvre un peu, en fait. Totalement. Un peu. Énormément. Un peu beaucoup. Énormément. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Des fois, on a peur de le dire, mais non, c'est quelque chose qu'il faut dire. Ils sont totalement couverts par l'État. Et je trouve que c'est vraiment important ce que tu dis parce que, en fait, on aurait pu justement changer la donne en disant, OK, on est des politiques, on valorise notre police nationale, etc. Par contre, les individus qui se comportent de la sorte et qui pensent qu'à cause du port de l'uniforme, ils sont intouchables, non, en fait. Ceux-là, on les sanctionne et Exactement. au contraire, ça redorera le blason de la police et ceux qui n'ont pas à être dedans, ils ne le seront plus. C'est comme tu disais, donc ton frère, il a eu un autre contrôle juste avant et ça s'était très bien passé. Ça s'est bien passé. Et en fait, il y a des policiers qui font leur travail correctement. Bien sûr. Et il suffit d'une personne au mauvais endroit, au mauvais moment pour que la vie de toute une famille bascule. Et c'est ça. Et le problème, c'est que ces policiers-là, je dirais au-delà de la police même, parce que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand ils tuent, en fait, pour moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a plusieurs meurtres à la fois. C'est-à-dire qu'on tue la famille, on tue le frère déjà, ensuite on tue la famille, et on tue l'entourage. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a tué le frère, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on le salit. Ouais. Et quand on essaie de le salir, toutes les personnes qui essaient de le défendre et justement de parler de lui en bien, en prouvant que non, c'était pas lui, c'est pas cet homme-là en fait. Comment on essaie de le décrire en tout cas. Ou les personnes qui étaient sur place, les témoins, etc., de les faire taire. C'est encore un meurtre, ça, pour moi. Exact. C'était la question que je voulais te poser. Ouais. À ton niveau, est-ce que tu as reçu quelques pressions de leur part pour pouvoir te faire taire? Ou même les deux amis de ton frère. Est-ce qu'ils ont reçu des pressions? À mon niveau, moi, non. J'ai pas reçu j'ai pas reçu de menaces, entre guillemets. Mais par contre, eux, c'était moins de 24 heures après les faits. C'était au moment où ils ont été en garde à vue. Déjà, en entrant en garde à vue, les messages, ils étaient clairs pour eux. Si vous racontez de la merde, là, tout de suite, ça peut être bizarre pour vous, là. Déjà. Donc, garder le silence, c'est mieux pour vous. OK. Et une fois qu'ils ressortent, en ressortant, c'est si vous parlez aux médias, on sait où vous travaillez, on sait où votre mère travaille, on sait où vos parents travaillent, on sait où vous vous retrouvez. Donc, si jamais on voit vos noms sur les médias, problème. Incroyable. Problème. Et à cause de ça, justement, il y a du coup Walid, le côté passager, là, qui était là. Il avait peur de parler, tu vois. Évidemment. Peur de parler. Et le premier reportage qu'on fait, il s'était venu à Argenteuil, il y avait un média qui était venu à Argenteuil. C'est pas comme si je le forçais, mais j'avais besoin de lui. Oui. J'avais besoin de lui, donc je lui disais non, t'inquiète pas. Rien, t'es arrivé. Et on le fait. Ce que tu vas dire, il n'y a rien de mal dans ce que tu vas dire, en fait. Tu vas juste dire la vérité. Faits. Il invente rien. Ouais. Tu vas juste dire la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les couvre ou justement on essaie de faire un vrai travail là-dessus?
Non, après, il a compris le message et de là, il a parlé. Ouais. C'est des moyens de pression, en fait. C'est pour te déstabiliser, pour justement installer de la peur chez toi. Et ouais. On a pu voir, hein, bon, ça serait beaucoup trop long pour rentrer dans les détails, mais on a pu voir certaines familles qui ont subi la perte d'un enfant tué par un policier, qui ont vite vu leur combat s'étouffer. Bien sûr. Parce que, on peut le dire de manière très claire, lorsque nous sommes des personnes, ceux qui créent des associations ou qu'importe, utilisent l'argent de l'État, en l'occurrence des subventions, pour pouvoir accomplir certains projets, ils ne se voient pas se rebeller directement face à ceux qui les nourrissent pour obtenir certains projets. Ou celles et ceux qui utilisent leur argent pas de la bonne des manières. On va pas citer certaines associations, certaines personnes victimes malheureusement. Dès l'instant ils rentrent dans le combat, pour éteindre leur combat, médiatiquement, on va tout de suite mettre en avant, ils ont eu de l'argent pour tel projet, etc. Ils vont éteindre leur combat et ils vont salir leur famille en utilisant ces arguments-là pour pouvoir faire en sorte qu'eux-mêmes déjà n'obtiennent pas justice. On a enlevé un membre de votre famille et en plus de ça, on va vous salir médiatiquement sur les détournements que vous faites pour pouvoir vous noyer. Bien sûr. Et ça, c'est une réalité. Bien sûr. On en vient à un point quand même qui est... avez-vous eu du soutien quand même? Parce que... De la part de qui? Alliance Mandjak, nous sommes sur un podcast qui est chez nous. Ouais. Avez-vous réellement ressenti un soutien de la part de la communauté Mandjak qui sont organisés en association? Organisés en association... Parce qu'il y a beaucoup d'associations Mandjak, raison pour laquelle je précise ça. Non, en association, soutien, on va dire, c'était au départ. Au départ, ils sont là. Tout le monde soutient au début, en vrai. Tout le monde soutient. Tout le monde est là au début. Tout le monde. Et je peux pas te dire qu'il y avait telle personne qui était pas là au départ. C'est impossible. Oui. Non, moi, je parle sur la durée jusqu'à présent. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça la question. Quand le combat est dur. Voilà. Ça, c'est soufflant. Tu perds des soldats. Et c'est... Mais je leur en veux même pas. Je leur en veux pas. Je suis pas... Si tu me posais la question peut-être 3 ans avant, ouais, là, j'aurais pu te dire, ouais, c'est pas normal, etc. Après, chacun fait sa vie. Peut-être on n'a pas les mêmes visions. On n'est pas tous portés sur les mêmes centres d'intérêt, peut-être. Donc, en vrai, moi, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui va soutenir ma cause, oui. Mais qui va me suivre de près ou pas, je peux pas. On est tous différents, en fait. Et j'ai compris ça avec le temps. Attention, comme je dis, tu me disais ça 3 ans avant. J'étais complètement pas d'accord. Mais complètement. Je comprends parfaitement ton point de vue. Mais lorsque tu dis chacun a son train de vie quotidien, mais ça, c'est quelque chose qui peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Ce n'est pas une situation Bien sûr. Tout simplement ordinaire. Non, c'est quelque chose qui est là, qui a frappé votre famille malheureusement, qui peut demain frapper la nôtre. Aujourd'hui, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Un enfant noir en France n'est pas forcément sûr de revenir en bonne santé chez lui à la fin de sa journée. C'est une vérité. Il peut avoir eu le malheur de croiser des policiers qui n'auraient pas été très clairs à ce moment-là. On parle de qu'importe, police ou d'autres personnes, d'autres individus, mais là on parle de police parce que c'est le sujet central. Il n'est pas sûr de rentrer en bonne santé ou même vivant. C'est une vérité. C'est une réalité. Il faut le dire, ça. Moi-même qui parle, j'ai déjà subi des contrôles, mais par moment on se demande est-ce qu'on va vraiment rentrer chez soi, parce qu'il y a des policiers qui sont vraiment là pour frapper du noir. Bien sûr. Utilisons le terme. Clair. Et de toute façon, comme t'es déjà fait contrôler, comme t'as dit, donc ça, c'est des choses qu'on peut... Certes, des fois, on n'a pas de preuves parce qu'on n'a pas le réflexe de filmer ou quoi, mais c'est des choses qu'on vit et c'est une réalité. Il faut même pas avoir peur de le dire, ça, c'est réel. Et quand on regarde, surtout aujourd'hui,
le nombre de personnes victimes de violences policières, la majorité, c'est Noirs et des Arabes. Et là, La grande majorité. En France. Issus des quartiers pauvres, bien sûr. Tu vois. C'est une réalité, ouais. C'est une réalité. On a beau dire ce qu'on veut, tu peux regarder sur Internet, les stats sont là. Et c'est une réalité. Donc, ouais, faut le dire. Mais en tout cas, non, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est. En fait, quand je dis que je peux pas en vouloir à ces personnes-là, c'est qu'en fait, la vie, elle continue. Tu vois, la vie, elle continue. Donc, soit tu décides de mener le combat jusqu'au bout, on y va. Si tu décides de descendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, parce que je suis persuadé que tu descends, il y en a un qui va monter. Bah, Tu vois. j'ai ce sentiment-là aussi, mais du coup, je pense que aussi aujourd'hui, c'est l'occasion de justement peut-être resensibiliser à ce niveau-là. Bien sûr. C'est-à-dire que vous, le combat, malheureusement, bah, vous le vivez tous les jours. Tous les jours. C'est devenu un quotidien maintenant depuis 5 ans. Ouais. Et bah, peut-être que justement, ça va permettre à des personnes aujourd'hui de comprendre que vous avez encore besoin de soutien. Bien sûr. En fait, c'est pas parce que le temps est passé. Au contraire, je pense que parce que le temps est passé, c'est peut-être encore plus difficile. C'est pas comme s'il y avait une situation qui est compliquée, elle se règle au bout d'un mois et puis après, voilà, la vie fait que non. Là, aujourd'hui, vous êtes encore en attente. Il y a une procédure qui a été donc lancée après le décès de ton frère, donc qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est important de pouvoir mobiliser la communauté, sachant que en parallèle, vous faites aussi des actions sociales. Donc, vous aviez déjà commencé, il me semble, avant le décès de ton frère et que vous avez poursuivi. Et justement, bah, aussi ça vous a aussi permis de lui rendre hommage en quelque sorte. Donc, on peut aussi vous soutenir de cette manière-là, ou même avec dans les démarches de justice, etc. C'est ça. Après, de toute façon, on prend tous les soutiens. Il n'y a pas un soutien que tu peux rejeter. On accepte tout. Même un message. Un message, tu m'écris juste force, je prends. Tu vois. Et ça fait plaisir à la famille. Ça fait plaisir à la famille dans tous les cas. Mais après, voilà, dans tous les cas, il y a énormément de personnes qui nous soutiennent. Mais genre, au quotidien, on a beaucoup. T'en as qui nous rendent visite, t'en as qui sont là, qui font des gestes pour la famille, qui des fois qui nous offrent des fleurs, on sait même pas c'est qui, mais il y a écrit, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. T'en as qui plantent des arbres en son nom, il y a du soutien. Soutien, voilà. C'est juste que, voilà, comme... et c'est normal. Comme je répète, c'est qu'avec le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, ça fait 5 ans. T'en as, je dirais pas qu'ils sont moins intéressés, tu vois. Mais voilà, les choses de la vie qui font que des fois, tu sors ta tête un peu de là, mais quand il y a une information, tu reviens. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que je peux pas leur en vouloir, ces gens-là, tu vois. Parce que dans tous les cas, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une information, ils sont là. Tu vois. Bah, d'où l'importance aussi de communiquer. La communication, exactement. Pas forcément vous directement, mais voilà, bah, des initiatives comme les nôtres où voilà, on peut remettre un petit peu des informations de temps en temps et que la communauté puisse voilà se mobiliser. Bien sûr. Même si c'est un petit peu, comme tu disais, même si c'est un message, mais je pense que ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Dans tous les cas, ça fait plaisir. Et des messages, on en a reçu, hein, vraiment. Et même de votre part au début. Je me souviens, vous avez fait un post qui retraçait un peu l'affaire d'Olivio. Ça remonte, je crois, ça doit faire 3-4 ans. C'était dans les débuts, je pense. Et c'est de là où après, on a pu vous voir grandir même. Aujourd'hui, vous faites des podcasts et tout, et c'est intéressant. C'est ça que quand Marc, il m'a appelé, j'ai dit, mais parce qu'on n'oublie pas. Oui. Il faut être reconnaissant, quoi qu'il arrive. Les gens qui t'ont apporté de la force aujourd'hui, pour envoyer, surtout que c'est pour nous, en vrai de vrai. C'est pour nous, c'est totalement ça. C'est pour nous, c'est pour éviter que justement, que demain, ça se reproduise. Parce que ce que je dis à mes petits frères et tout, c'est que c'est bien, des fois, on parle voilà, on pointe du doigt l'institution, etc. Mais nous-mêmes, on doit faire attention. Tu vois. Nous-mêmes, des fois, même si c'est relou, c'est compliqué, c'est vrai, mais sur certains contrôles, si on peut rester calme, restons calmes. Parce qu'on sait, surtout qu'aujourd'hui, on a une réalité. C'est pas arrivé, c'est arrivé à la maison, en fait. C'est chez nous que c'est arrivé.
Tu vois. Et c'est là, quand ça arrive chez toi, tu comprends mieux certains combats que les gens peuvent mener. Bien sûr. Parce que des fois, on soutient, mais on n'a pas le fond. Oui. Tu vois, on n'a pas le fond du combat. On est juste en surface et on soutient les familles parce qu'on sait que c'est douloureux, ce qu'ils vivent, etc. Mais quand on le vit et que ça nous arrive, on comprend le réel problème. On se dit, ah ouais. En fait, même des fois, sur des petits détails, on peut éviter certaines choses. Tu vois. Mais après, bon, voilà, c'est des questionnements, c'est tout plein de trucs qu'il faut essayer de mettre en place. Mais sur des messages, en tout cas, je pense qu'on peut déjà briefer la jeunesse et faire en sorte qu'ils se protègent eux-mêmes sur des petits détails comme ça, des contrôles, etc. C'est important, je pense. Olivier était parti à quel âge? À 28 ans. 28 ans? Ouais. Donc aujourd'hui, il en aurait eu 33. C'est ça. Il a laissé derrière lui une femme et des enfants. Et 3 enfants. Ouais. Comment vont les enfants? Comment vont les enfants? Les enfants, ils se portent bien. Franchement, les enfants, ils se portent bien. Mais il y a un manque. Bien évidemment. C'est et vrai. la mère aussi, la famille. Quand je dis les enfants, ça comprend la maman aussi, son épouse. La maman, c'est pareil. Oui. C'est pareil. Il y a un manque, en fait. Bien sûr. Il y a un manque. Et surtout que aujourd'hui, ils sont en âge de comprendre. Au moment où ça arrive, ils sont tous, c'est vraiment des gamins. Et quand ils grandissent et tu sais, il y a l'école, il y a les amis. Des fois, tu te retrouves à l'école, tu vois que l'autre, c'est son père qui va le récupérer. Ouais. Des questions. Il est où mon père? Tu vois. Donc, au départ, quand ça arrive, en fait, c'est comme si tu devais te préparer à l'annonce. Tout de suite, ils comprennent pas tout de suite. Tu vois. Et quand les questions commencent à arriver, c'est là que tu te dis merde. Ah ouais. C'est compliqué, tu vois. Et le plus grand aujourd'hui, il a 10 ans. Il a 10 ans et lui, il comprend tout. Il comprend tout. Il a tout compris. La deuxième, elle a 9 ans. Et le petit dernier, il a 6 ans. Donc aujourd'hui, c'est des conversations qu'on a. Tu vois. Qui est très triste dans ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que le pays où ces enfants sont nés, où nos enfants naissent, parce que nous sommes en France, hein, il faut bien l'avouer. Bien sûr, bien sûr. Ils grandissent, et là pour votre famille, avec, on peut dire, un départ qui est déjà, si le mot n'est pas trop fort, je pense, chaotique. Avec l'assassinat du papa. Le mot n'est pas fort, hein. Utilisons les termes, c'est un assassinat qui... C'est les termes que j'emploie entre les mains des forces de l'ordre, ceux qui sont censés nous protéger. Exactement. Le plus âgé des enfants, il va prendre en âge, tout comme les autres, lorsqu'ils sauront de la manière dont leur père a perdu la vie. Ça peut déjà créer une cassure entre ces enfants-là et le pays dans lequel ils sont. Parce qu'ils vont dire, c'est de ceux qui sont censés nous protéger. Donc au final, ils partent de cette manière-là, sachant que notre père avait rien fait. Quelles vont être les mesures mises en place pour pouvoir les accompagner dans dans ce cheminement-là? C'est quelque chose de très difficile. Très, très difficile. Et c'est surtout de se demander est-ce que l'État pense à ça. Est-ce que l'État pense à justement suivre les familles lorsque ce genre de choses arrive? Donc, j'ai déjà la question, c'est non. Donc en fait, non, parce pas. que là, c'est vraiment, là, on sort de l'entendement. Ça veut dire que dans ces circonstances-là, la famille, les enfants ne reçoivent aucun. Zéro. C'est-à-dire que même la mairie, elle peut pas mettre un truc en place. Toutes les personnes qui pensent que dès qu'il y a quelque chose comme ça, il y a un accompagnement, c'est faux. On a eu zéro accompagnement. Non, parce que Zéro. je pose la question naïvement. Oui, non, mais c'est important de poser la question parce que beaucoup de personnes pensent justement que
que derrière ça, on a accompagné ou quoi. Même un suivi psychologique, il n'y a pas. Même un suivi Franchement, psychologique, il n'y a pas. parce tu vois. que j'essaye de trouver des moyens, des petites failles de dire que le système n'est pas tel qu'il est réellement. Mais en fait, non seulement il est, mais il est encore pire que ce que je pensais. Parce que là, on laisse des personnes dans le traumatisme. On laisse des enfants dans le traumatisme. Et donc, dans la continuité de ce que tu disais, en fait, on montre que non, vous êtes là. C'est ça. Vous êtes là. Ouais. Et on protège notre système, en fait. C'est-à-dire que même mettre à disposition un psychologue, genre 1 heure. Allez, on fait semblant 1 heure. Ok. Pour rebondir sur ce que tu disais, personnellement, ça ne me choque pas. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là sous France. Et dans sous, il y a la souffrance. Tout est lié. Si on analyse bien la chose, à plus grande échelle, l'État français, comme je disais tout à l'heure, c'est bâti sur la souffrance des nôtres. Oui, c'est un État qui est malheureusement, faut dire ce qui est, négrophobe, qui a cette volonté de toujours nous voir comme leur mamise. Ils nous voient, ils sont dans une posture où ils veulent que nous demandons en permanence, s'il vous plaît, notre vie compte lorsque nous faisons des marches. Moi, c'est quelque chose qui me chagrine parce que on est constamment en train de demander, s'il vous plaît, notre vie compte. Justice, pardonnez-nous. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est quelque chose qui est réel. J'aime beaucoup. Nous avons fait tellement de marches, nous avons fait tellement de manifestations. Pour moi, celles et ceux qui se battent en permanence contre le racisme, c'est un combat perdu d'avance. On ne peut pas rentrer dans le foyer de celles et ceux qui nourrissent une haine vis-à-vis de nous, qui ne nous considèrent pas comme des êtres humains, à aller changer leur mentalité. C'est un combat perdu d'avance. Mais nous devons montrer une autre posture où nous imposons le respect. Et si vous me permettez, lorsque nous remontons un peu dans l'histoire, il y a, on va dire, 2 mouvances dans ce genre de situation. Il y a celles et ceux qui prônent l'intégration. Oui, vous nous faites du tort, on a le droit d'aller dans les mêmes restaurants que vous, nous avons le droit de monter dans les mêmes endroits que vous. Bien évidemment, il y a cela. Et il y a l'autre mouvance. On a de la valeur. Voilà. Ouais. Et il y a l'autre mouvance, celles et ceux qui prônent l'autodétermination. Celles et ceux qui sont dans une volonté, vous ne nous respectez pas, bah moi, je me sépare de vous. Un exemple très simple. Vi, tu m'excuses de cet exemple-là. Ton mari te tabasse en permanence. Vas-tu lui demander en permanence, j'aimerais que tu me respectes, je suis un être humain comme toi, tu vas de me respecter au bout d'un moment? S'il te plaît, tu vois que non. Il y a là, et c'est ça. On ne doit pas faire pitié. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Si tu regardes bien, on va prendre un petit peu l'exemple aux États-Unis. Il y a eu 2 mouvances de la même époque. Malcolm X, pour celles et ceux qui le connaissent, et Martin Luther King. 2 personnes qu'on a voulu littéralement opposer en termes de combat. Martin Luther King qui prônait l'intégration, dans le calme, dans la paix, et Malcolm X qu'on a catégorisé comme le violent, celui qui a vraiment le dur, ouais. Mais quelle a été la finalité de ces 2 personnes-là? Les 2 sont morts, mais de quelle manière? Ils ont été assassinés. De la même manière, et cela, c'est une réalité. Qu'importe la manière dont nous mènerons le combat, si c'est un combat qui dérange, ils n'ont pas honte de nettoyer. Et à plus grande échelle encore, moi, ça, c'est ma conclusion, c'est ma réflexion. La diaspora ne peut pas espérer une vie tranquille, en l'occurrence en Occident, qu'importe dans le pays dans lequel on se trouve, tant que nos dirigeants africains, nos pays, seront constamment en dessous sous le néocolonialisme dans lequel l'État français veut nous maintenir. Les anciennes colonies françaises, hein, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Tant que nous serons pauvres, entre guillemets pour eux, je ne pense pas qu'il y aura vraiment une réelle volonté de leur part de nous respecter en tant que tels.
Ils n'auront pas la volonté de nous respecter, ils l'auront jamais. Ils ne le veulent pas. Voilà. La manière, c'est ça. C'est la plutôt manière, ça qu'il faut dire. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent le pas. dialogue n'a jamais commencé avec eux. La manière dont nos dignes dirigeants se sont levés, se sont battus pour notre liberté, notre dignité, ils sont traités de la même manière que les policiers font avec les jeunes de quartier. Nous le voyons. Celles et ceux qui ont été très dignes ont été assassinés, emprisonnés. Quand ta voix porte, on cherche à t'éteindre tout de suite. Tu déranges. Bien évidemment. Et tu déranges. Et quand on dérange, on essaie de t'éteindre. C'est une réalité dans tous les cas, tu vois. Et celles et ceux qui nous regardent, parce que je sais qu'on a des sympathisants de Mandjak, ceux qui ne sont pas Mandjak, d'autres couleurs, des blancs, disons-le tel qu'elles sont. C'est une vérité qui fait mal, mais qui doivent l'entendre. Parce qu'on a pas mal d'amis qui n'ont pas notre couleur de peau, qui nous soutiennent, mais qui ne peuvent pas vraiment comprendre exactement. À l'intérieur de nous le véritable combat et le sentiment que nous menons au quotidien face à ce genre d'injustice. Je ne pense pas que tu as dû échapper à la règle aussi. Lorsque tu es avec d'autres amis qui n'ont pas ta couleur de peau, lorsqu'il y a un contrôle, on se dirige tout de suite vers toi. Ah, mais ça, c'est la pure réalité, ça. Et nous, par réflexe, pour penser à notre vie, on a ce réflexe parfois de courir alors que nous n'avons rien fait. Mais parce que ça montre aussi comment l'inconscient collectif, le climat de peur qu'ils ont instauré. En fait, c'est ça. Et c'est même, je reviens même sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis que quand on doit parler à la jeunesse et de leur dire que voilà, de faire attention sur les contrôles. En fait, tout est relatif parce que c'est vrai que quand je dis ça, en fait, il y a un climat de peur. Tu vois? C'est ça, en fait. Donc, en fait, je peux leur dire, voilà, faire passer un message en leur disant, voilà, essayer de rester calme, etc., ne pas s'énerver ou quoi. Mais en fait, même des fois, tu parais énervé parce que, en fait, t'as peur. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand t'installes ce climat-là, et moi, je te renvoie de l'agressivité, c'est parce que tu me fais peur, des fois, en fait. Tu vois? Et eux, c'est justement, ils se jouent de ça. Totalement. Ils se jouent de ça, et à chaque fois, de toute façon, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fait que il y a de plus en plus de violence ou en tout cas, on va dire de violence policière, des fois, mort ou pas mort, hein. Mais ils se jouent de ça. Ils se jouent de ça. Donc, finalement, ouais, quel message faire passer pour ces jeunes-là? Parce que, ils sont dans la peur, en fait. Mais totalement. Et je dis les jeunes, hein, c'est tout le monde, en vrai. Oui. Mais, les jeunes, mais on dit les jeunes parce que toutes les histoires qu'on a eues ces dernières années, c'était des jeunes. C'était des jeunes, c'est ça. Et puis on sait que un jeune, tu vas lui parler, il va se retrouver dans l'injustice. Exactement. La première réaction qu'il va avoir, c'est d'essayer d'expliquer, de se défendre. Quand tu es face à des personnes qui te font peur, tu perds tes moyens, en fait. Tu perds tes moyens. C'est exactement ça. Pour moi, et donc tu parlais des gouvernements, etc. Enfin, moi, clairement, c'est un truc auquel je ne pense même pas. Je pense que si c'était des jeunes de d'autres communautés avec un gouvernement qui est fort, il n'y aurait même pas de débat. On a des exemples, que mais les autorités du pays se seraient mobilisées, etc. Aujourd'hui, pour nous, c'est pas le cas. Sincèrement, je pense pas que ça arrivera de sitôt. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, donc on est là, Alliance Mandjak, on est une communauté. Pour moi, la question que je me pose, peut-être que vous êtes posé la question, c'est comment nous, en tant que communauté, on peut se mobiliser face à ce genre de problématique, en fait. Au-delà du fait de soutenir la famille vraiment sur la durée, comment est-ce qu'on fait pour se mobiliser en tant que communauté pour passer le message, en fait, là, c'est bon. Moi, j'avais pensé à quelque chose une fois, mais voilà, c'était juste des pensées. C'était de se dire pourquoi on n'essayait pas de créer quelque chose, en tout cas pour notre frère, de créer quelque chose pour pouvoir justement emmener ça, parce qu'on a l'ambassade de chez nous, l'ambassade de la Guinée-Bissau, c'est sur Paris, déposer ça là-bas pour voir si justement eux, ils ont une réaction qui pourront justement peut-être nous aider, nous, tu vois, parce qu'ils seront plus légitimes. Évidemment. En tout cas par rapport à nous, on est simples citoyens, ils ont une certaine force en tout cas par rapport à nous. Mais des fois, tu te poses la question, des fois quand tu réfléchis trop, après tu te rétractes, tu te dis, mais en fait, est-ce que
Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Peut-être qu'ils vont juste réceptionner, ils vont te dire oui. Et après, bon, Il faut voilà. quand même le faire. Faut quand même le voir. Il faut quand même le faire parce que ça reste, voilà, qui ne t'entraîne à rien, ça reste quand même important. C'était une pensée que j'avais, mais là, voilà, je prends le temps de dire aujourd'hui parce que bon, peut-être que C'est peut-être Bien une sûr. opportunité. c'est peut-être de une le faire. opportunité. tu vois. C'est une piste de C'est une réflexion à opportunité, avoir. c'est Bien ça. évidemment, on n'a pas la prétention d'avoir, on va dire, toutes les solutions à nous trois réunis, Bien sûr. mais Juste le fait s'organiser, d'en parler, en tout cas, déjà, c'est déjà bien. s'organiser C'est déjà C'est déjà bien. ouais. en communauté. Mm. S'organiser dans tous les domaines. Juridiques, administratifs, sous tous les plans. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être tous dans la même voie. Le divertissement à outrance. Nous sommes un peuple qui se donnons énormément au divertissement. Bien C'est sûr. une réalité, malheureusement. C'est ça. Qui On est tous est- dedans, qu'on malheureusement. doit dire. Ouais. Mais il faut aussi à côté qu'il y ait un accompagnement. Combien de parmi nous sont accompagnés dans leur volonté de, je sais pas. Là, ça c'est une question que j'ai en tête depuis pas mal de temps lorsque je voyais les différents événements dans lesquels j'allais dû à ces violences-là. Moi, chaque fois, je me disais, mais dans nos quartiers, combien parmi les nôtres, après avoir été conscients de toutes les justices que nous subissons, combien sont devenus avocats? Combien sont devenus procureurs? Des métiers dans lesquels où on pourrait potentiellement faire basculer la donne. Mais on est beaucoup encore dans d'autres métiers qui n'ont pas un réel impact sur ce terrain-là. Je pense. Bah, ça reste compliqué pour moi. Ça je reste pense. compliqué, Ça bien reste évidemment. compliqué. Ça reste compliqué parce que je me dis quand même que malgré ça, est-ce que le fait de... Parce qu'on parle quand même de nos quartiers. Si on parle de nos quartiers, clairement, dans le terme, on va parler de soit des Noirs, soit des Arabes. Est-ce qu'ils vont laisser, je dis sur 10 procureurs, je pense qu'ils vont en laisser 7 de chez nous? C'est même un. Déjà. Déjà. Commençons par un. Commençons par Ça un sera déjà. pas évident. Mais Mais- Tu vois avocat, ce que je veux dire? avocat, c'est possible. Non, avocat, c'est possible. Avocat, Bien c'est possible. évidemment. Mais maintenant, avocat de chez nous ne veut pas dire que arrivé dans ces gros problèmes, C'est ça. tu seras légitime. Mm. Parce que même dans ça, ta couleur de peau a pu déranger. Malheureusement. Comme disait Tu vois. un révolutionnaire que j'aime beaucoup, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer. Non, mais je ça, suis- Et tu en es la preuve vivante avec Mais- le combat mais que je tu suis, mènes pour mais je suis ton totalement, frère. je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce que là, on parle justement d'Olivio. Je peux même pas t'expliquer à quel point c'est dur. Tu vois. C'est inexplicable. Il y a pas de mots. Des fois, bien même on me évidemment. pose des questions de comment, je sais même pas. Mm. Je le fais parce que c'est mon frère, en fait. Tu vois. Ton combat est noble. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, où en êtes-vous en termes de justice? Alors, aujourd'hui, en termes de justice, on a eu, je sais pas si je pourrais dire de la chance. Je sais même pas si je peux dire ça de la chance, mais moi, je dirais juste que c'est juste toutes les vérités qui ont été étalées sur la place publique et qui ont fait que, bah, en fait, vous avez plus le choix. Vous pouvez pas mentir, tout est là. Il faut préciser que dès l'instant où ton frère a été tué, Ouais. la juge ou procureur, Juge d'instruction. la juge d'instruction Elle a récupéré l'affaire. a tout de suite Tout de suite. validé que c'était un Un homicide volontaire. homicide volontaire. Ouais. Il faut bien le préciser. Ouais, ça, c'est très important. C'est vrai qu'il faut le préciser. Donc ouais, c'est quelques jours après, on voit que justement la juge d'instruction, elle a récupéré l'affaire et elle a dit que ça, c'est un homicide volontaire. Il n'y a pas eu Et il d'équivoque. n'y avait pas tous les éléments à ce moment-là. Et c'est dire que nous, on a les médias qui sont en train de le salir. Et d'un coup, t'as La justice qui, au contraire, la justice qui, justement, souvent, sont pas avec nous. Ouais. Et on voit ça, on se dit waouh. Mm. Tu vois. On se dit waouh, en fait, là, c'est OK. Donc là, c'est peut-être sérieux, là. Mm.
Et c'est de là, après, voilà, on prend un avocat, etc., qui suit l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que, ouais, dès le début, c'était clair. Hein. Dès le début, c'était clair pour nous. On trouvait ça assez bizarre, même. Mais en fait, c'est tellement rare. Parce que ça tranche avec justement les autres cas qu'on a pu entendre. C'est ça. Qui traînent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On n'a même pas posé les termes, en fait. Il n'y a pas. Là, la plupart des combats d'aujourd'hui, il n'y a pas de terme. C'est les familles qui se battent et qui disent, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, il faut considérer ça comme tel. Mais la justice ne parle pas. Tu vois? Bien sûr. Ou t'en as même, ils te regardent même pas, en fait. Ton dossier, ils te lisent pas. Les juges, t'en as plein qui regardent pas, tu vois. Mais nous, on a eu cette chance-là, je dis ça comme ça, mais en fait, tellement c'est rare, je parle de chance, mais en réalité, c'est normal. C'est normal, en fait. Ouais. Tu vois. Mais c'est pour te dire à quel point, tellement c'est rare, c'est exceptionnel qu'aujourd'hui, quand ça nous arrive à nous, la famille Gomez, on se dit, quelle chance on a. Mais c'est pas la chance, en fait. C'est normal. T'as tué, tu seras puni parce que t'as tué, c'est tout. C'est tout. Le travail devrait être fait comme ça pour tout le monde, à la base. Bien sûr. Tu vois. Donc, pour répondre à ta question, c'est aujourd'hui, voilà, tout a été fait. La justice, elle a fait son travail. Vous avez eu droit aussi à une reconstitution, ce qui est aussi reconstitution. Pas forcément... Très, très rare. Ouais. Très, très rare. Et dis-toi, quand j'ai vu à quel point c'était rare, parce qu'on apprend aussi avec les autres familles, avec les autres familles des victimes, malheureusement. Quand j'ai vu à quel point c'était rare, c'est que quand il y a eu la reconstitution, d'autres familles me parlaient déjà de victoire. Ouais, oui. Parce qu'il y a eu une reconstitution. On me secouait en mode, c'est une victoire, là. Capte que là, ce qui se passe, c'est très grave, là. Il y a une reconstitution sur l'affaire de ton frère. C'est magnifique. Mais en fait, comme ce que je disais, moi, quand on suit l'affaire, nous, on est au départ. Hein, en fait, c'est censé être normal. Tu vois? C'est censé être normal. Pourquoi on doit crier victoire sur un truc de... C'est normal à la base. Mais c'est vrai que quand tu regardes toutes ces autres affaires, c'est comme si c'était plus normal, en fait. Tu vois? C'est comme si. Mais la réalité est tout autre. Et donc, voilà, il y a eu la reconstitution. Tout se passe bien. Ensuite, la reconstitution, il y a la réponse de la juge d'instruction, parce qu'après la reconstitution, c'est la juge d'instruction, en fait, elle récupère toutes les fiches par rapport à ça, et elle tranche. Elle tranche, et justement, elle doit dire si, avec les éléments de l'affaire et de tous les experts qui étaient sur place, ça vaut le coup d'être jugé en correctionnel ou aux assises. Donc, ils traitent ce dossier-là, etc. Et c'est à ce moment-là où on est en pression. Quand la reconstitution, elle est passée. Parce que là, on se dit, là, c'est people à ce moment-là où tout va se décider. Et on a la réponse qui nous dit que, effectivement, il sera jugé pour meurtre. Tu vois? Wow. Et là, ouais. Là, on peut parler de victoire. Et si tu veux savoir, c'est à ce moment-là que je dis que j'ai gagné mon combat. Mais clairement. Tu vois? C'est à ce moment-là. Pile poil à ce moment-là. Je dis, moi, mon combat, c'est moi, je l'ai gagné. Ouais. C'est bon. C'est pour les personnes qui connaissent pas forcément la différence. Il y a donc une différence au niveau d'un point de vue juridique des termes qui vont être employés quand on parle du correctionnel et des assises. Et quand on parle des assises, ce sont des procès qui conduisent à des peines à 2 chiffres en général. Exactement. Voilà. Donc, c'est du sérieux. Donc là, la justice a fait son travail et on se mobilise pour qu'elle continue à le faire et qu'elle le fasse jusqu'au bout. C'est ça. Et on peut la saluer pour le coup là. Bien sûr. Et qu'elle continue, qu'elle aille jusqu'au bout. Non, voilà. Malgré tout, faut être reconnaissant. Faut quand même être reconnaissant parce que, on a une réalité, là. On a une réalité. Et ouais, c'est quand même important pour nous et pour toutes les personnes qui nous soutiennent aussi. Exact. De se dire, en fait, regardez, vous nous citez pas pour rien. Tu vois? Vous nous citez pas pour rien.
et la force qu'en fait que vous pouvez nous envoyer a conduit à ce genre de résultats. C'est-à-dire que, bah, en fait, nous, on lâche pas, justement, on lâche pas le fil pour, justement, arriver à ce résultat-là. De se dire que, bah, il sera jugé pour ses actes. Il sera, on l'espère, puni pour ses actes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une peine exemplaire pour que, justement, tous les autres policiers qui verront les résultats de cette affaire-là pourront se dire, ah, en fait, c'est bon. En fait, on a compris là. On réfléchit à deux fois. Ouais. On a compris, en fait, et peut-être à chaque contrôle, penser à ça. Se dire, ah, si je fais une connerie là, peut-être que je peux finir en prison. Sa vie va basculer et pas que du côté de la victime, parce que c'est ça aussi. C'est ça. Donc voilà, c'est tout un travail, hein. C'est tout un travail. Nous, on pense à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, la finalité, en tout cas celle qu'on veut, nous, c'est celle-là. Parce que le message, il est clair pour nous, c'est peine exemplaire pour pouvoir protéger toutes les autres personnes derrière. Tu vois. Donc voilà. Donc c'est plutôt ça. En tant que Mandjak, pour nous, la famille, elle est très importante. Ouais. Elle est très, très, très importante. Moi, j'ai 2 grands frères et j'ai une grande sœur. Okay. Donc, ils ont tous été à l'école ensemble. D'accord. Et donc, c'est ma sœur la plus grande. Quand ils allaient à l'école, des fois, ils se faisaient embêter et tout. Mon père, il disait à ma sœur, s'il y a quelqu'un qui embête tes frères, tu leur casses la figure. Il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, vous êtes des frères et sœurs, vous défendez. Et vraiment, tu peux être vraiment fier de toi pour le combat que tu mènes pour ton frère aujourd'hui, en tant qu'individu et en tant que Mandjak, parce que vraiment, je pense que la communauté est fière de toi. Moi, en tout cas, je suis fière de toi. C'est pas tout le monde qui aurait pu mener ce combat. C'est difficile. Ta vie, elle a changé. Ton quotidien, il est plus le même. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Si on t'a donné ce combat-là, c'est parce que tu as la force de le faire. Mais la force, c'est pas tous les jours à 100%. Donc, nous aussi, on est là pour te rebooster, des fois pour rebooster la famille. Et peu importe, comme tu disais, même si c'est un message, un coucou, voilà, on est là une fois ponctuellement ou on est là sur la durée, peu importe, mais toute forme de soutien est importante. Donc vraiment, en tout cas, on t'apporte tout notre soutien, que ce soit à toi, à la famille, à ses enfants, à sa femme. Aujourd'hui, donc ils ont un petit peu grandi, commencent à comprendre. Ouais, c'est ça. De quelle manière, toi, tu voudrais qu'ils se souviennent de leur père? Quel est le message? Parce que peu importe de la manière dont on essaye de salir, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe, on sait très bien. Mais Olivio, c'était un frère, c'était un fils, un père, une personne joyeuse, une personne généreuse. De quelle manière tu veux que ces enfants grandissent en ayant le souvenir de leur père et surtout que ça leur apporte de la force, en fait? Bah, justement, en continuant de parler de lui comme s'il était avec nous. De faire, en tout cas, de le faire vivre à travers tous les souvenirs qu'on a pu avoir avec lui jusqu'à ce qu'il nous quitte. Et surtout, c'est important pour les enfants de même s'ils étaient bébés, de faire connaître leur père. Genre que même eux, arrivés à un certain âge, même s'ils l'ont pas connu, entre guillemets, de dire mon père, il était comme ça. Tu vois, mon père, il était comme ça. Et c'est ce qui me motive, en tout cas, moi, dans ce combat-là aussi. Tu vois. Et ce que je fais au départ, c'est que quand je vois comment on essaie de salir Olivio, mon premier combat, avant même la justice, c'est ça. Oui. Non, il n'est pas comme vous êtes en train de dire. Parce que ces enfants, ils vont grandir, en fait. Bien sûr. Et quand ils auront l'intelligence de taper Olivio Gomez sur Google, c'est ce qui ressortira. Oui. Non, c'est pas possible. Donc, on va contrer ça, premièrement. Ensuite, on ira chercher la justice. Mais premièrement, c'est déjà laver son image. Parce qu'il n'est pas comme ça. Et justement, parler de lui en bien. Toutes les bonnes choses qu'il a pu faire, même autour de nous. Oui. Et réunir aussi des témoignages de la famille, de ses proches, de dire... Enfin, pas que de s'arrêter sur moi, parce que sinon, ça serait facile, on va dire, tu vois. Mais de toutes les personnes qui l'ont entouré, qui parlent en bien de lui, tu vois. Et si les enfants, en tout cas, en grandissant, ils peuvent voir toutes ces choses-là, même les vidéos aussi. Bien sûr.
Tu vois, les vidéos, c'est super important, ces choses-là, tu vois. Et s'ils peuvent récupérer ces choses-là en grandissant, nous, c'est une réussite pour nous, tu vois. C'est une réussite. Et ne pas de se dire que, voilà, papa, il a été tué par la police parce qu'il a fait des bêtises. Parce qu'il est comme ci, parce qu'il a voulu foncer sur la police. Alors que c'est même pas vrai. Tu vois. Donc, c'est toutes ces choses-là, c'est super important pour nous. Et c'est comme ça qu'on essaie de faire passer le message pour les enfants, tu vois. Merveilleux. Donc, voilà. On va arriver au terme de cet épisode. Marvin, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Vraiment. Bien sûr. Bah, moi, à chaque fois que je repense à cette histoire-là, à tous les noms des ceux qui ont été tués par la police, en l'occurrence Olivio à mon âge. Nous sommes nés la même année. Et moi, quand je pense à lui, quand je te vois, j'ai en mémoire le jour où on a appris justement son assassinat. Ça a été un choc, hein, un réel choc quand même, puisque quand bien même je ne l'ai pas connu, c'était un sentiment, on le voit arriver auprès des autres. Quand bien même, moi je ne fais pas de différence entre nous, les Maliens, les Camerounais, j'ai pas de différence. Moi, c'est l'Afrique, on est tous ensemble. Oui. Mais lorsque j'ai entendu Mandjak, Poissy, mon cerveau, il a dit, ouais, c'est différent là. Ça se rapproche de plus en plus de nous. Et à chaque fois, la question, qui est le prochain sur la liste? C'était vraiment mes premières questions. Qui est le prochain? Il est parti au même âge que moi. Donc là, 33 ans, là, il aurait pu voir ses enfants grandir, les accompagner au foot, les accompagner dans leur premier voyage au Sénégal, en Guinée-Bissau. Bien sûr. Il y a tout ça. Bien sûr. Et eux lui ont privé de ce privilège-là. C'est ça. Puisque ce n'est pas tout le monde qui peut être père. Et lui, il a eu l'opportunité d'être père à 3 reprises. À 3 reprises. Et ben moi, c'est tout, c'est malheureux. C'est force à vous. Merci beaucoup. Force à nous. Force à nous. Et moi, le message, j'espère qu'il passera, puisque nos frères et sœurs qui sont encore sur le continent, vous devez comprendre que nous, ici, nous avons nos réalités, vous avez vos réalités là-bas. Mais nous, ici, nos réalités sont confrontées à ce genre de situation, comme celui du cas d'Olivio. Notre couleur de peau est encore considérée comme un handicap en Occident. Dès l'instant où, surtout lorsque nous vivons dans les quartiers populaires, là, nous faisons face à toutes sortes d'injures, des plus nauséabondes, pour nous montrer que nous sommes des sous-hommes. Donc, soyez conscients de ça. Mobilisez-vous au maximum, celles et ceux qui auront l'opportunité d'accompagner le frère Lionel lorsque la date du procès sera communiquée, parce que c'est son frère, c'est le fils, c'est le mari, et il est le père, mais c'est un combat qui nous concerne tous aujourd'hui. On ne souhaite pas qu'il y ait d'autres Olivio, mais malheureusement, après Olivio, il y a encore eu d'autres assassinats. Mais le temps est révolu et ils doivent comprendre que nous sommes mobilisés en masse. Se mobiliser pour le divertissement, c'est bien, je n'ai rien contre le divertissement. Il en faut pour pouvoir équilibrer justement nos différentes activités. Mais ces événements de ce genre, nous devons nous y rendre massivement pour vraiment montrer que vous pouvez toucher un des nôtres s'il n'y a pas de souci, mais vous ferez face à nos représailles. Et moi, c'est le message que je voulais délivrer. Sachez-le, l'unité nous permettra de organiser de grandes choses. Merci beaucoup et affaire à suivre pour ma part. Merci Marvin. Lionel, est-ce que tu as un dernier message à faire passer avant la fin de cet épisode à la communauté ou bien sûr, de manière générale? Le dernier message que j'ai à faire passer, c'est de continuer à rester soudés. On doit se soutenir dans ces causes-là, parce que justement, ça peut arriver à tout le monde. La preuve en est. On ne sait jamais que ce genre de malheur peut toquer à notre porte.
Et quand ça tombe, justement, quand ça toque et que c'est là, faut justement se soutenir, mais jusqu'au bout. Pas qu'au début. Parce que ce genre d'affaire peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, des fois 15 ans. Et c'est à ce moment-là où, justement, nous, on a besoin de soutien. De soutien, de montrer qu'on se bat pas pour rien et de pouvoir faire passer les bons messages. Peu importe l'ethnie, peu importe la couleur de peau, peu importe les personnes qu'on peut être. Mais en tout cas, et surtout, comme je disais tout à l'heure, un message à la jeunesse de faire attention. De faire attention, que des fois, même si on est confronté à certains contrôles de police, pas tomber dans la provocation. Parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et des fois, voilà, des fois, tout bêtement, on pense qu'on peut rivaliser ou quoi. Mais ça peut aller vite. Un étranglement, un coup de feu, quelque chose, ça va vite. C'est-à-dire que nous, après, t'as nos frères qui meurent. Il y a nos parents. Bien sûr. Il y a nos parents derrière. Je pense pas que en tant que parent, ce que tu souhaites, c'est de faire naître ton enfant et après de l'enterrer. Bien sûr. Dans ce genre de circonstances, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut penser à toutes ces choses-là. C'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas, mais il faut penser à toutes ces choses-là, de se dire que voilà, on a des familles, on a des gens derrière nous. Sinon, on essaie de faire des bonnes choses tous ensemble, tu vois. Et ne plus jamais se revoir dans ce genre de circonstances. En tout cas, je l'espère. Hein. J'espère et justice pour Olivio Gomez, justice pour toutes les personnes qui nous ont quittés dans ce genre de circonstances et puis voilà, continuez à nous soutenir et j'espère vous revoir bientôt au jugement. Bientôt. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lionel d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci à vous. On est ensemble, on sera là, on continue. Vraiment, le soutien est important. On peut se laisser embarquer dans la vie de tous les jours. Mais voilà, les petites piqûres de rappel pour se dire non, il y a les frères qui ont besoin aussi. Donc voilà, le message est passé. Merci infiniment. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec attention. J'espère vraiment qu'il vous a décidé à vous mobiliser et apporter votre soutien à la famille d'Olivio de quelque manière que ce soit. Le procès aura bientôt lieu. On espère vraiment vous voir nombreux avant, pendant et après. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye chun.